Bonjour tout le monde, c'est Maximilien Durand. Aujourd'hui, je vais vous parler des symptômes négatifs, donc déficitaires, de ma schizophrénie. Je tenais à dédicacer cette vidéo à Cécile, mon ergothérapeute, qui m'a vivement encouragé à faire cette vidéo car il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de vidéos sur Internet qui parlent des symptômes négatifs. Donc voilà, je la remercie beaucoup pour ça. Donc voilà, ça va être le sujet de cette vidéo. Donc j'ai déjà parlé des symptômes négatifs dans ma précédente vidéo qui était qu'est-ce que la schizophrénie? Donc j'ai un petit peu expliqué ce qu'était, ce que c'était, pardon. Et j'avais pas vraiment trop parlé de mon vécu. Donc là, du coup, je vais vraiment parler de mon expérience à propos des symptômes négatifs, à propos de ma schizophrénie. Donc, je vais faire une petite définition à nouveau de ce qu'est les symptômes négatifs de la schizophrénie. Donc, on peut les appeler également des symptômes déficitaires. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on va avoir en moins, en fait, comparé à quelqu'un de sain. Donc, vous allez très vite comprendre ce que c'est parce que bah, vraiment, je vais en parler. Et vous savez déjà, sans doute, si vous avez déjà regardé la précédente vidéo. Ma maladie a commencé à apparaître quand j'étais au collège, donc à partir de la sixième. Donc j'ai commencé à avoir des signes de dépression et également des symptômes d'abord positifs, donc des symptômes productifs, des symptômes, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on va avoir en plus, donc comme des hallucinations, etc. Donc là, c'est pas trop le sujet de cette vidéo, donc je vais passer assez vite. Même s'il peut y avoir des, comment dire, comme des interactions entre les symptômes négatifs et positifs, forcément, il y a des fois c'est en lien, forcément. Du coup, quand j'étais au collège, je me rappelle pas vraiment avoir eu de symptômes négatifs, hein, quand j'y réfléchis. Voilà, pour le moment. J'ai commencé à, comment dire, à m'en rendre compte quand j'étais au lycée, un petit peu. Et ça s'est beaucoup accentué par la suite, donc quand j'étais à la fac, donc c'est là vraiment où je me suis rendu compte que waouh, ça va pas quoi. Vraiment, ça va pas. Bon, après, j'étais diagnostiqué quand j'étais au lycée, donc je pense que c'était en seconde que j'ai été diagnostiqué, il me semble. Donc voilà. Donc, par où commencer? Donc, il faut savoir que j'ai eu beaucoup, encore aujourd'hui, beaucoup de difficultés pour me lever le matin. C'était assez compliqué donc pour aller en cours. Donc, déjà, il fallait que je prenne, quand j'étais au lycée et à la fac, il fallait que je prenne le bus vert. Donc, ce qui faisait qu'il fallait que je me lève très très tôt le matin. Je ne sais même plus à quelle heure, 5 6 heures, quelque chose comme ça du matin. Donc, voilà, il y avait pas mal de fatigue en fin de compte. De fatigue voilà, physique et psychique. J'ai remarqué également que, enfin, ça c'est ce que j'ai lu, en tout cas sur Internet, c'est que souvent, apparemment, les personnes qui souffrent de schizophrénie vont avoir un rythme de vie assez décalé, donc c'est-à-dire qu'ils vont plutôt vivre la nuit que le jour. Donc, je sais pas si c'est vraiment vrai. En tout cas, dans mon cas, c'est vrai. J'ai tendance à être plus productif l'après-midi, le soir, la nuit. Mais forcément, quand on a un rythme de vie pour aller en cours, tout ça, bah, faut forcément se lever le matin, donc faut se coucher relativement tôt pour être assez en forme le lendemain. Mais voilà, pour justement ce décalage de rythme de vie, ça s'est vraiment accentué, enfin, c'était surtout pendant les vacances scolaires. Parce que du coup, bah, c'est les vacances, on fait ce qu'on veut, et forcément, le rythme de vie était assez décalé. Donc, je disais bah, que pendant la journée, j'avais pas forcément, encore aujourd'hui, hein, pas spécialement d'énergie, aussi bien physique que psychique, pour faire des choses même tout à fait simples, hein, des fois, hein, c'est assez complexe. Donc, j'avais pas forcément de motivation, même encore aujourd'hui, c'est assez difficile. Même pour tourner cette vidéo en début d'après-midi, je me fais,
Oh, je suis pas motivé, machin. Et puis là, il est quelle heure là? Il est 16h30, presque 17h, quelque chose comme ça. Et là, ça y est, je suis assez motivé pour faire des choses, donc voilà, donc faut en profiter. Je veux dire, quand on est motivé le soir, fin d'après-midi, bah, c'est un petit peu incompatible avec le rythme de vie d'étudiant, hein, parce que bah, forcément, il faut se lever le matin, etc. Donc on peut pas vraiment faire n'importe quoi, même si c'est assez compliqué. Il faut savoir que je me forçais à me coucher assez tôt, donc j'ai une petite technique, une petite technique. Euh, pour m'aider à être un peu plus en forme le matin, donc c'est-à-dire vu que j'ai un traitement médicamenteux, en général je le prends, enfin si vraiment j'ai rien de prévu le soir forcément, et que le matin il faut que je me lève assez tôt, j'essaie de prendre mon traitement vers 19h, 20h, comme ça me casse bah, relativement vite, hein, faut le dire, hein, au bout d'une demi-heure ou une heure, je suis pas bien, je suis très 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 fatigué. Et donc, du coup, bah, des fois, il faut que je me dépêche de faire ce qu'il y a à faire, prendre une douche, manger, etc. Au risque de faire un malaise. Parce que ça shoot vraiment la gueule. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des difficultés à prendre soin de moi également. C'est pas toujours, bah, toujours ce problème de motivation, de faire les choses. C'est assez compliqué des fois. Il peut avoir comme symptôme l'anédonie, donc que j'ai pu vivre ou que je peux vivre encore aujourd'hui. Donc ça va être l'incapacité à ressentir du plaisir dans des activités bah, qu'on aime faire à la base. Donc ça peut être, bah, pour moi, c'est la peinture, le chant, la lecture, les jeux vidéo, les activités sexuelles également. Et voilà, il y en a pas, on n'est pas motivé, on ressent pas de plaisir quand on fait les choses. Là, je repense aux activités sexuelles, des fois, il y a des choses, bah, je sais pas, ou la peinture, c'est pareil. Je fais des choses, des fois, donc des fois j'arrête, hein, clairement, bah, je me prends pas la tête. Si vraiment pas, si vraiment quand je me force ça vient pas, autant arrêter et puis on repasse plus tard, et, en espérant que ça revienne en tout cas. Il y a aussi le fait d'avoir des difficultés à s'exprimer. Même encore aujourd'hui, j'ai encore quelques difficultés, mais bon, ça va, j'arrive à faire des vidéos. C'est un petit peu compliqué des fois, mais c'est beaucoup plus facile qu'avant en tout cas. Donc, des difficultés à communiquer. Donc, c'est vrai que quand j'étais au lycée, je pense plus à la fac quand même, où j'avais vraiment du mal à parler. C'était pas toujours très fluide, que ce soit avant le traitement ou après le traitement. Ça, je vais revenir après avec le traitement. Mais ça m'arrivait souvent de chercher mes mots. Alors, des fois, bah, je trouvais des mots, mais ça collait pas en fait. Il fallait vraiment que je trouve le mot qui correspondait forcément. Et voilà, c'était un petit peu chiant, même si ça arrive quand même moins souvent quand même. J'ai remarqué aussi des périodes où il se passe rien dans ma tête, donc c'est assez dingue euh, à expliquer. Il y a des gens c'est déjà arrivé qu'il y a des personnes qui me croient pas justement. Donc je repense à quand j'étais à la fac où j'ai rencontré une femme du coup qui était devenue ma petite amie. Des fois, elle me demandait à quoi tu penses, etc., quoi. Et moi, des fois, je lui disais, bah, rien, rien. Et puis, elle me disait, mais c'est pas possible de penser à rien et tout. Bah, si, je pense à rien, là. Il y a rien qui vient. C'est le calme plat. C'est assez chiant. Ça peut être très, très handicapant, hein. Donc, du coup, j'avais trouvé au final comment dire, une solution, si on peut dire quand elle me posait cette question-là. Donc, c'est-à-dire que ça marchait pas du premier coup, mais au fur et à mesure qu'elle me posait cette question, à quoi tu penses, je nommais la première chose que je voyais. Donc un soir, c'est arrivé qu'elle me pose la question, et je regardais un radiateur, et du coup, elle me fait à quoi tu penses? Radiateur. Puis du coup, elle comprend pas. Et du coup, après, je dis, bah oui, mais souvent tu me poses la question, à quoi tu penses, et vu que moi je pense rien et que toi tu me crois pas, du coup, bah, j'essaie de trouver une solution. Donc, quand je vois quelque chose, je te nomme la chose que je vois, comme ça, c'est un peu débile. C'est vraiment débile, mais voilà. Sur le coup, on a beaucoup ri au final, et, voilà. Le fait qu'il n'y ait plus rien qui se passe dans ma tête, enfin, il n'y a plus de pensée, c'est le vide. C'est vraiment désagréable au final parce que
bah, il y a des moments forcément dans la vie de tous les jours où on a besoin de raisonner, en fin de compte, on a besoin de raisonner, et des fois, non, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment, c'est très très handicapant au final et très très désagréable. Parce que même avec de l'effort, même si on essaye de se forcer, bah, il n'y a rien en fin de compte. Ou alors ça prend énormément de temps. Et forcément, des fois, il faut réagir tout de suite. Faut pas. Voilà, c'est comme quand on conduit une voiture, et, je sais pas, il y a quelqu'un qui freine fort devant, bah faut pas attendre 3 minutes, 30 minutes pour freiner, il faut être actif maintenant. Bon là c'est un peu un exemple, voilà, ça m'est jamais arrivé sur la route, mais voilà, faut réagir vite des fois et on peut pas avoir le temps de raisonner, et ça c'est très très chiant. Et il y a eu également l'inverse, c'est-à-dire, donc ça c'était plus avant le traitement, ça faut le savoir quand même. Avant le traitement, j'avais beaucoup d'idées dans ma tête, mais vraiment beaucoup trop d'idées qui défilaient très très vite, très fugaces, et qui n'avaient aucun rapport entre elles. Et ça, c'était vraiment handicapant aussi, parce que du coup, bah, comme le fait qu'il n'y ait plus rien dans notre cerveau, enfin, il n'y a plus de pensée, quand on est trop, quand il y a trop de pensées qu'on ne contrôle pas au final, c'est pareil, c'est très très handicapant parce qu'on est bloqué, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Quand on veut, je sais pas, réagir à quelque chose, on n'arrive pas à réagir tout de suite parce que on est envahi, on est enseveli sous toutes ces pensées et c'est pareil, c'est ingérable, c'est très 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 désagréable. Et quand j'ai commencé à avoir le traitement que j'ai, bon, même quand c'était à plus petite dose, quand j'ai commencé le traitement que j'ai comme ça, et ben ça a fait tout l'inverse. Ça a fait tout l'inverse, c'est-à-dire que au lieu d'avoir toutes ces pensées, il n'y avait plus rien. Pendant un temps, du moins. Pendant un temps. Au début, il n'y avait vraiment plus rien. Et après, petit à petit, au fur et à mesure du traitement que je prenais tous les jours, tout ça, au fil des semaines, au fil des mois, ça devenait. J'arrivais à relancer un peu la machine. Du coup, bah, ça rejoint un petit peu aussi au problème de communication orale, puisque vu qu'on va être. Soit on va plus avoir de pensée, ou soit on va en avoir trop, on n'est plus capable de s'exprimer forcément clairement. Je me rappelle où j'avais des difficultés pareilles à l'oral quand j'étais au lycée, quand il fallait faire des exposés comme ça, oraux, comme ça, par rapport quand on faisait des stages en entreprise, et qu'après il fallait un petit peu raconter un peu à tout le monde, à tous les camarades, aux professeurs, bah, ce qu'on a fait pendant le stage. Et ça, c'était pareil, très compliqué de parler parce que il y avait beaucoup trop de pensées et puis forcément j'étais persécuté, je me sentais persécuté par mes camarades et donc je m'exprimais de manière très monotone, trop lentement. euh, il me fallait beaucoup de temps et même en travaillant un petit peu quand même dessus, pour moi c'était clair de ce que j'allais dire, ce que j'allais faire, mais au moment de l'oral, c'était ingérable parce que forcément il y avait le stress. Il y avait le stress, j'étais dans la pire classe hein, au lycée pendant 2 ans, hein. Donc la pire classe parce que bah, voilà, il y a eu pas mal de problèmes. Enfin, c'était la pire classe. C'est vraiment. Donc ça n'aide pas non plus, hein. Et voilà, je parlais pas assez fort non plus. J'essayais de faire de mon mieux et bon, à chaque fois, voilà, il y avait des moqueries, les profs étaient pas contents parce que ben, j'étais trop lent, je parlais pas assez bien, etc. J'avais du mal à m'exprimer. Et ça m'a. C'était très très difficile à gérer. Quand j'étais en fac de psycho, donc il y avait des examens, des partiels, et c'est pareil, j'avais également des difficultés. Donc déjà, bah, vu que j'avais fait un bac pro vente, je passe ensuite en fac de psycho, donc forcément, au niveau des questions, on répond pas forcément pareil quand on est au lycée et à la fac. À la fac, il faut vachement développer, il faut vraiment développer un raisonnement. Et à la fac, c'est vraiment là où j'ai eu beaucoup de difficultés, parce que, en fait, j'étais bloqué sur des questions, parce que déjà, j'avais du mal à mettre dedans, il fallait que je relise plusieurs fois la question. Après, je me disais, bon, comment je vais... comment, je trouve même pas le mot, ça y est. Comment je vais mettre en place mon argumentaire, etc.
comment je vais construire mon raisonnement. Ça a été vraiment compliqué, soit parce que bah, j'avais trop d'idées, pareil, c'était ingérable, soit j'en avais plus, c'était aussi très ingérable. Donc ça me prenait environ 30 minutes pour pouvoir avoir des idées claires pour répondre aux questions quand j'étais à la fac, donc pour voilà, que ce soit les contrôles continus ou les partiels. En plus du stress hein, qu'il y avait, parce que forcément il y avait du stress, il faut savoir quand j'étais à la fac, j'ai pu bénéficier d'un tiers-temps supplémentaire. Donc c'était bien parce que je sais très bien que si j'avais pas eu cette aide-là, je pense que j'aurais pas eu ma licence, hein, clairement. Puisque même des fois avec le tiers-temps supplémentaire, et ben, j'avais beaucoup de difficultés à boucler bah, mes partiels, quoi, en fin de compte, à répondre à toutes les questions, que ce soit bien construit, bien que le raisonnement soit logique, etc. Et des fois c'était pile poil, hein, mais souvent je manquais de temps encore, hein, et des fois j'étais tellement envahi de pensées, ou soit il n'y avait plus rien qui se passait. Des fois je laissais tomber, il y a eu des partiels comme ça, c'était une catastrophe, hein, faut le dire. Après il y a eu des partiels où vraiment je m'en suis très 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 bien sorti, hein. Mais voilà, et j'ai remarqué quand j'étais en L1, les premiers contrôles continus, bah, j'avais des notes de merde en fin de compte. J'avais des notes de merde. Pourtant, le cours, je le connais, mais c'est le fait de poser les mots, le raisonnement, tout ça, et c'est ça qui pêchait beaucoup. Donc j'ai travaillé là-dessus, et du coup, ça devenait un peu plus simple. Et du coup, forcément, mes notes ont grimpé quand même, hein. Ont grimpé, et puis après, de manière générale, c'était assez complexe quand même. Et en général, quand il y avait les partiels, eh ben, on a enchaîné, je sais plus combien de partiels d'un coup, je sais plus, je vais pas dire de conneries, mais on a enchaîné plusieurs partiels en fonction des matières. Et ça, vraiment, déjà, rien que un partiel, c'était vraiment très coûteux cognitivement. Et donc, quand on a enchaîné toutes les matières, enfin, tous les partiels sur plusieurs jours comme ça, et c'était vraiment très 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 fatigant, hein. C'était assez difficile. En tout cas, ce que je retiens là-dessus, c'est que il me fallait quand même beaucoup de temps pour lancer la machine. Et après, une fois que c'était parti, ça allait à peu près quand même. Et après, c'était toujours le manque de temps. Ouais, c'était ça qui était compliqué. Et pareil, bah forcément, ça avait aussi un impact sur la prise de notes. Quand on est à la fac, il faut prendre des notes. Donc au début, c'était à l'écrit, je crois, au tout début. Et déjà, j'ai une écriture de merde, hein, faut le dire. Et puis, je suis trop lent à l'écrit. Et puis, quand il fallait relire ses notes, bah, c'était pas encourageant, en fin de compte, de retravailler sur ses notes. Et le plus difficile, c'était également voilà, quand on est en cours dans un amphi, donc on est vraiment très nombreux. Voilà, il faut écouter le prof. Donc déjà, faut faire un effort de concentration, écouter le prof, écrire comme ça en même temps. Et moi, c'est vraiment quelque chose où j'ai eu beaucoup de mal. Je suis passé sur ordinateur, ça m'a un peu aidé, mais souvent j'étais largué. Et du coup, grâce justement, j'ai été voir le médecin du SUMPS qui m'a fait du coup le tiers-temps supplémentaire, et j'ai pu bénéficier également euh, des cours de certains camarades. Et bon, des fois, les cours étaient pas vrais. Enfin, ce que je récupérais, des fois, c'était pas terrible. Des fois, il y avait des conneries dedans. Mais ça dépannait pas mal quand même. Ça dépannait pas mal parce que du coup, à la fin, je me faisais quasiment plus chier. Je prenais quasiment plus de notes, très peu, voire même plus du tout. Parce que comme ça, j'avais mon attention focalisée sur le cours, sur ce que le prof disait. Et j'assimilais mieux les connaissances que écouter et écrire en même temps. Parce que c'était vraiment bah, c'est de la flexibilité mentale, hein, c'est la double tâche. Et c'était déjà très très coûteux cognitivement. Puis à la fin du cours, bah, qu'est-ce que tu as appris? Bah, pas grand-chose parce que j'étais trop occupé à écrire. Et
Mais en fin de compte, voilà, quand on est atteint de schizophrénie et qu'on a ces difficultés-là, euh, c'est vraiment dur à gérer et forcément, bah, faut essayer de trouver des stratégies. Donc, heureusement que j'ai pu bénéficier bah, de cours de certains étudiants, donc ça m'a quand même pas mal aidé. Et puis après, bah, voilà, je faisais des fiches des fois, etc. Enfin bref. Il y a ce qu'on appelle l'émoussement affectif, donc que j'ai pu vivre, que je peux encore vivre aujourd'hui. Donc c'est le fait de ressentir moins d'émotions, voire même plus du tout. Ça peut être difficile de manière sociale, on n'est plus vraiment trop adapté socialement, on peut passer pour quelqu'un d'indifférent, de froid, de quelqu'un de distant, de sans cœur, et alors que bah on n'y peut rien en fin de compte, on va pas se forcer voilà, quand vraiment ça peut arriver, enfin moi ça m'est arrivé, ça m'arrive encore de moins ressentir les choses ou de plus rien ressentir et c'est assez dur à vivre en fin de compte, hein. Pour nous et aussi pour les autres, hein. C'est voilà, avec ma famille, voilà, j'ai un exemple justement, euh, un exemple personnel, voilà, qui m'est arrivé il y a quelques années quand même, hein. J'étais encore au lycée, je pense, je crois, ou peut-être au collège, je ne sais plus trop. Il faut savoir que mon frère avait un chat, et bah voilà, le chat fait partie de la famille, voilà, c'est son chat, ça se passe très bien. Et un jour, eh ben, il me semble, si je me souviens bien, qu'il fallait piquer le chat parce que bah, il était malade, je sais plus trop ce qui s'était passé. Et donc j'étais parti, il me semble, avec mon frère pour faire piquer le chat. Et sur le chemin du retour, bah, moi en fait à ce moment-là, j'ai pas pleuré, je crois, mais pourtant intérieurement, j'étais triste, mais pas, je sais pas comment dire. Enfin, en temps normal, j'aurais pleuré, je pense. J'aurais été vraiment triste, mais je me sentais un peu triste au fond de moi-même. Mais c'est assez compliqué à expliquer. Mon frère m'a reproché bah, que j'étais pas triste en fait, et que ça devait pas se voir sur mon visage. Et mais si, j'étais triste, mais c'était pas non plus, j'étais pas là en train de pleurer, etc. Donc du coup, bah voilà, de manière non globale, donc sur mes comportements, mon visage, il devait être inexpressif, je pense à ce moment-là, parce que bah, mon frère m'a dit que j'étais pas triste. Au niveau des émotions, il peut arriver, enfin moi ça m'arrive encore aujourd'hui, de ressentir des sentiments, des émotions contradictoires. Par exemple, je vais ressentir de l'amour pour cette personne et en même temps je vais ressentir de la haine. Je peux apprécier cette personne-là et en même temps je vais avoir envie entre guillemets, parce que je sais pas vraiment comment expliquer, de violenter cette personne. C'est assez étrange. Enfin, je sais pas. Euh, c'est assez difficile à vivre quand même, parce que des fois enfin, personnellement, des fois, enfin, peut-être moins maintenant, mais ça m'est arrivé d'être perdu. Je me disais, mais qu'est-ce que je ressens vraiment? On peut pas vraiment ressentir de l'amour et de la haine en même temps. Enfin, je sais pas. Enfin, on peut pas avoir envie de câliner de telle personne et en même temps de l'étrangler, je sais pas, de la poignarder, genre ça. C'est c'est assez dur à vivre. Je vais voir un exemple. Euh, J'hésite encore à le dire. Il y a très très peu de personnes qui sont au courant. J'espère que ça n'aura pas trop de répercussions. J'espère. Voilà, par exemple, avant de parler de ça, faut quand même faire des fois le lien, voilà, les émotions contradictoires peuvent être aussi en lien avec les symptômes positifs, donc les hallucinations, les délires surtout. Voilà, je préfère le préciser parce que voilà, ce que je veux dire, c'est un peu hardcore, si on peut dire. Et je me lance. Euh,
Bon, je me lance. Donc, il y a pas très longtemps, hein, ça fait peut-être 2 mois, je crois. 2 mois, j'ai appris une mauvaise nouvelle, hein, voilà, j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Et je me souviens d'avoir pris ma mère dans mes bras, donc j'ai pleuré, j'étais triste, et en même temps, c'est ça qui est dur, hein, euh, j'avais envie, entre guillemets, de planter ma mère avec un couteau. Donc c'était, voilà, j'avais un couteau à portée de main et voilà, j'avais une espèce de flash, donc des espèces d'hallucinations avec le délire, tout ça, la voix qui me disait, enfin c'était vraiment très, très dur à vivre, donc j'étais triste. Et puis en même temps, je me voyais, je ressentais l'envie, entre guillemets, de planter ma mère avec un couteau. Et, et ça fait peur, hein, même encore aujourd'hui, ça me fait un peu flipper quand même. Je sais que je vais pas passer à l'action, je le sais, mais rien que le fait de ressentir ça au fond de moi, de voir ces espèces de flashs, il y a encore pas très très longtemps encore, j'ai eu un autre flash comme ça, très très violent, où je me voyais égorger la personne, donc avec le sang et tout ça qui gicle, hein, forcément, et des fois, quand, enfin, quand c'était arrivé, je m'étais un peu reculé. En plus, j'avais le couteau dans les mains en plus. J'avais le couteau dans les mains ce jour-là. Et putain, j'ai le couteau dans les mains. Je viens de voir ça, ce que j'ai fait projectivement, si on va dire. Enfin, c'était une hallucination. Et ça m'a fait flipper, quoi. Surtout que j'avais le couteau dans les mains, donc encore plus flippant quand même. Même si je sais que je vais pas le faire, mais c'est dur à vivre quand même des fois. Et je me suis déjà posé la question des fois, peut-être moi maintenant, est-ce que j'apprécie vraiment cette personne? Pourquoi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je... C'est compliqué, hein, c'est... Voilà, il y a tellement de contradictions et on peut se sentir perdu. C'est déjà arrivé que je me sois senti perdu. Et voilà, c'est dur à vivre. Alors, autre symptôme négatif, il peut avoir des difficultés à entreprendre et planifier des tâches. Et planifier des tâches. Donc ça peut être très simple, ranger sa chambre, hein. C'est vrai que des fois c'est un peu le bordel, il y a des livres un peu partout. Ça peut être, je sais pas, utiliser un lave-vaisselle, un lave-linge. Ça peut être s'habiller, se coiffer, ça peut être des trucs, mais ça peut être tout en fait. Ça peut être tout. Ça peut être passer un appel également. Euh, Même des choses qu'on aime faire de base, de la peinture par exemple. Des fois, je fais putain, comment je vais faire pour faire ça comme ça? On voit je sais pas comment expliquer ça. On voit le truc globalement, mais précisément, on est un peu paumé quoi. J'ai un exemple tout con, hein, qui m'arrive encore aujourd'hui. Donc, comme mes parents sont pas là, bah, des fois, il faut que je fasse des machines de linge. Et à chaque fois que ça arrive, et bah, j'appelle ma mère parce que je suis pas capable de l'utiliser. Parce qu'il y a trop d'options, il y a trop de choses. Et pourtant, ça fait quand même pas mal d'années que je me dis que je vais prendre une feuille, je vais marquer toutes les étapes à suivre, voilà, pour pas me tromper quand je vais mettre tel truc dans telle case, machin, pour le programme, etc. Je me dis qu'il faut que je le fasse, mais je ne l'ai jamais fait encore. Mais ça peut être une stratégie où on va marquer les étapes, point par point, de manière très simple, que j'ai pu faire il y a une semaine ou deux pour faire des crêpes. Donc là, j'ai essayé d'en faire dans pas longtemps tout seul. On va voir ce que ça va donner. C'est assez compliqué des fois. Ah, ça peut faire partie aussi d'un manque de confiance en soi. Il n'y a pas très longtemps, fallait que je nettoie la voiture au rouleau là, enfin ouais, fallait que je nettoie la voiture à tel endroit. Et vu que bah, déjà je manquais de confiance en moi, j'ai demandé à ma mère de m'accompagner. Comme ça, après, je serais sûr de le faire tout seul. Et mon père qui s'est un peu moqué de moi, hein, ouais, il s'est bien moqué de moi quand même, que je savais pas faire ça. C'est vrai que c'était quelque chose de simple. Aujourd'hui, je sais le faire, mais j'avais besoin d'être rassuré, d'être sûr de pouvoir le faire. Et
Mais après, il y a des tâches comme ça où on est un peu perdu, on ne sait pas quelle étape, enfin, qu'est-ce que je fais en premier, en deuxième, en troisième, quoi. Et des fois, ça peut être un peu la galère. Donc forcément, ça coûte beaucoup psychiquement, hein, plus que les personnes saines, parce que voilà, il y a tellement de symptômes à gérer que on peut être ralenti, on peut être voilà. Et les gens, des fois, l'entourage ne peuvent pas forcément bien le comprendre. C'est assez difficile à vivre. Et aussi, les autres peuvent nous voir comme quelqu'un de paresseux, alors que non, c'est pas ça. Enfin, extérieurement, oui, ça fait penser à ça, mais c'est la maladie en fin de compte. On n'arrive pas des fois à faire certaines choses, on est un peu perdu. Alors moi, j'ai trouvé une technique, si on peut dire, pour réussir à faire certaines choses, parce que c'est vrai que des fois c'est très très dur, hein. Et en fait, j'ai constaté que le plus dur, très souvent, c'était de commencer à faire une tâche. Ranger sa chambre, par exemple, aller nettoyer sa voiture. Et le plus dur, oui, c'est de commencer la tâche. Donc ça peut prendre plusieurs minutes, hein. C'est pas un truc qui prend 5 minutes, allez, c'est bon, dans 5 minutes, c'est bon, on y va, quoi. Non, ça peut prendre plusieurs. Moi, des fois, ça me prend une demi-heure. En général, ça me prend une demi-heure pour vraiment être dedans, quoi. Pour faire les choses. Voilà, en fait, il y a ce que j'appelle le premier mouvement. Donc, par exemple, ça, je ressens ça quand je fais de la peinture, quand même. Je suis pas forcément motivé. Euh, je sais pas vraiment par où commencer quand je vais faire une nouvelle peinture, par exemple. Et, et en fin de compte, quand je me lance, et ben, au bout d'un moment, ça va tout seul. Au début, c'est dur. C'est très très dur au début. Et après, ça va. Je pense qu'on est plus facilement fatigable par rapport aux personnes saines. Donc c'est vrai que des fois, j'entends dire, ah, t'es déjà fatigué, machin, t'as rien fait. Bah, enfin, peut-être que j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait des choses peut-être, mais peut-être pas assez par rapport aux autres. Mais voilà, avec déjà tous les symptômes qu'on doit gérer, voilà, enfin, il y a le traitement aussi, ça joue, hein, ça peut fatiguer également. Quand on doit gérer des hallucinations, des délires, c'est très 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 coûteux. C'est vraiment très coûteux, c'est dur à vivre, ça demande énormément d'énergie et forcément, vu que c'est une maladie qui se voit pas, euh, les autres, ils comprennent pas. En fin de compte, ils sont à des années-lumière des fois de ce qu'on peut vivre. Je pense que c'est le cas de ma famille, peut-être de mes parents, de mon frère, ma belle-sœur, je pense. Je pense qu'ils sont des fois très très loin, hein, de ce que je peux vivre encore aujourd'hui. Et forcément, c'est frustrant pour nous, pour moi en tout cas, c'est frustrant parce que des fois j'ai envie de faire plein de choses, mais on n'arrive pas à aller assez vite pour faire tout ça. On est vraiment débordé. En tout cas, quand on me fait des reproches comme ça, je me braque très très vite et des fois je laisse tomber, quoi. Parce qu'après, c'est encore pour. Voilà, des fois je vais aider et en fin de compte, tu te reçois des réflexions. Le peu de motivation que tu avais, t'as plus envie en fin de compte. C'est bon, de toute façon, quoi que je fasse, ça plaît pas. Donc à la fin, autant plus rien faire. Il y a un truc que j'aimerais bien faire qui est impossible, mais que j'aimerais tellement faire des fois. Surtout avant, surtout avant, quand j'avais pas forcément de traitement, etc. Il y avait un truc que j'aurais bien aimé, c'était de pouvoir prêter ma maladie à quelqu'un pendant 24 heures. Et là, je pense qu'il pourrait comprendre un petit peu ce que c'est de, de vivre une schizophrénie, hein. C'est pas facile tous les jours. Même encore aujourd'hui, avec un traitement, il y a toujours des choses difficiles. Et je pense que ce sera jamais facile à 100%. C'est plus vivable, hein. Ça, c'est clair que c'est plus vivable, mais voilà, ça reste compliqué. En tout cas, je doute fortement qu'ils puissent faire mieux que moi s'ils étaient atteints de schizophrénie. Un exemple un peu de comment on fait les choses étape par étape. Il n'y a pas très longtemps, vu qu'on a un nouveau chat qui est caché je sais pas où, euh, on a décidé d'acheter un arbre à chat, un très grand, hein, qui est grand, je sais plus comment, assez haut, qui est assez haut, ouais.
Et donc je suis arrivé avant ma mère parce que ma mère devait faire je sais plus quoi, chercher la voiture, je sais plus. Donc j'ai commencé à monter l'arbre à chat. Donc c'était des grosses pièces hein, avec des petites vis, machin et tout. Je me dis je vais y arriver. Enfin, déjà je me suis forcé à le faire, à commencer déjà. J'étais perdu, il y avait pourtant, enfin, c'est con que j'ai pas la notice là, mais c'était pourtant, il y avait les étapes par étapes, mais j'arrivais pas en fin de compte, j'arrivais pas à savoir quelle pièce c'était, comment fallait faire. J'ai pris beaucoup de temps. Ma mère, elle est arrivée, ma mère, elle a regardé le plan, elle a compris beaucoup plus vite que moi. Moi, j'ai mis je sais pas combien de temps pour comprendre. Elle, bon, elle a galéré aussi un petit peu. Elle a un petit peu galéré, moins que moi, mais moi à la fin, j'étais perdu, j'ai laissé tomber parce que j'étais totalement perdu. Pourtant, c'était un arbre à chat, c'est quelque chose d'assez simple. Après, il faut savoir que je suis pas vraiment manuel hein, de base. Voilà. Quand je pense à l'arbre à chat, les deux pièces à monter, tout ça, ça me rappelle quand j'étais au collège, que j'avais acheté, oui, je jouais encore au Lego, hein, quand j'étais au collège. Et c'est pareil pour construire, je sais plus, les châteaux, machin. Au début, j'ai pas mal galéré, puis après, une fois que j'ai compris un peu comment c'était plus facile. Des années plus tard, hop, quelques jours, quelques semaines, on achète l'arbre à chat, voilà, j'étais perdu, j'ai laissé tomber à la fin, parce que j'étais démuni en fait face à ça. Je pense que si j'étais resté seul là-dessus, je sais pas si je l'aurais monté un jour l'arbre à chat. Je sais pas. Du coup, comment faire pour réaliser des choses qu'on n'arrive pas? Donc j'ai dit qu'il fallait des fois faire des notes, comme j'ai pu faire là pour la recette de crêpes que je vais essayer de faire dans pas longtemps là. Puis je vous dirai peut-être comment ça s'est passé. Voilà, j'ai fait des crêpes avec ma mère. Bon, j'étais plus, j'étais passif. Voilà, j'étais passif, je regardais machin. Et après j'ai pris des notes. Et c'est quelque chose de simple de faire des crêpes en fin de compte. Mais voilà, il faut avoir la méthode étape par étape. Et voilà, donc on peut prendre des notes. On peut aussi demander à se faire aider, hein. Je pense que ça peut aider dans certains cas où on va avoir du mal à se lancer, à initier le premier mouvement. On peut demander de l'aide. C'est pas toujours évident. On peut également, voilà, s'il y a une tâche assez complexe à réaliser, qui est assez longue, on peut faire étape par étape. Bah tiens, aujourd'hui, je sais pas, ça peut être un exemple tout con, je sais pas moi, envoyer un email par exemple. Envoyer un email assez important, hein, donc c'est-à-dire faut bien présenter, etc. Moi, je sais pas, il y a un jour, je sais pas, moi, je vais rassembler toutes mes idées sur une feuille. Je sais pas, moi, le lendemain, on structure, par exemple, je sais pas, hein, ça peut être en structure. Après, on retravaille un petit peu les phrases, machin. Ça peut être ça, ça peut être, enfin, voilà, c'est vraiment structuré étape par étape. Comme pour la peinture, par exemple. La peinture, c'est pareil. Euh, qu'est-ce que, comment je vais faire pour arriver à peu près à tel résultat? Bon, je vais faire d'abord une couche de blanc, voilà, on va laisser sécher. Ça peut être, je sais pas, ça peut être, j'ai pas d'autre idée qui me vient en tête là. Mais je pense que ça peut être des bonnes idées pour arriver à faire certaines choses. Comme pour aller d'un point A à un point B, bon, on peut mettre le GPS, on peut mettre des noms de villes. Moi, c'est ce que j'ai fait une fois pour aller, je sais même plus où. J'ai regardé sur internet par quelle ville je devais passer. Je fais bon, je marquais sur une feuille telle ville et je marquais les noms des villes par où je devais passer par ordre chronologique, c'est pas vraiment le mot, mais voilà, par ordre de passage. Pour en venir justement aux tâches, tout ça, donc aux tâches qui sont difficiles à faire, etc., j'ai participé il y a quelques mois euh, à des ateliers là où je suis suivi, donc à Caen, qui avait un atelier de confiance en soi et d'affirmation de soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup. Et où je me souviens d'un exercice qu'on a dû faire, c'était qu'il fallait réaliser une tâche au début par semaine. Ça pouvait être n'importe quoi, hein, changer une ampoule, j'en sais rien, moi. Et du coup, voilà, il y avait ça. Et après, on est arrivé au fait de faire une tâche par jour. Une tâche. Une tâche un peu chiante, hein, enfin, j'en sais rien. Et pour moi, des fois, j'y arrive. En fait, moi, ce que je faisais,
qu'il faut pas faire au début. Voilà, quand je parle de tâches à faire, il faut que ce soit des tâches qui sont réalisables, hein. C'est pas écrire un bouquin en un jour ou une semaine, hein. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment trouver des tâches qui sont réalisables à faire par jour. Moi, ce que je faisais, donc, qui n'est pas un bon exemple, c'est que je faisais beaucoup de tâches en un jour et il y avait des jours où je faisais rien. Parce qu'en même temps, je travaillais pas mal aussi à côté, hein. Euh, et c'est vrai qu'on m'a reproché ça, en fait, que je faisais trop de choses. Mais peut-être qu'elle avait raison, mais d'un autre côté, enfin, j'étais content de moi, en fin de compte. Après, des fois, ça arrivait, bon, bah, j'ai pas le temps, je suis pas motivé, je fais rien, bah, tant pis, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est y a rien de catastrophique. Quand je parle de tâches réalisables, ça peut être n'importe quoi, hein, voilà, ça peut même prendre un rendez-vous, passer un appel, du moment que, voilà, pour beaucoup de personnes, passer un coup de fil, ça coûte rien. Mais pour des personnes qui souffrent de schizophrénie, passer un coup de fil, c'est presque insurmontable. C'est presque insurmontable. Et en fin de compte, grâce à ces ateliers-là, personnellement, j'ai réussi petit à petit à faire de plus en plus de choses. Donc c'est ça en fait qu'il faudrait arriver à faire. C'est qu'au début, ok, on n'arrive à rien, donc on va se donner un mini-objectif. Et puis, bah, ça marche, tant mieux. Donc petit à petit, on augmente. Si ça marche pas, bah, on va essayer de persévérer un petit peu sur ce même genre de tâches. Et puis petit à petit, on augmente un petit peu la difficulté. Faut que ce soit toujours réalisable, bien évidemment. En fin de compte, c'était hyper valorisant de pouvoir réussir à faire des choses. Et quand on n'y arrivait pas, fallait pas se décourager. Fallait se dire, bon bah tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Après, le truc à pas faire, c'est bon bah aujourd'hui j'ai rien fait, demain je fais le double. Ça, c'est un piège. Des fois je le fais, je me dis bon bah tant pis, aujourd'hui j'ai pas eu le temps de faire ça pour X raison. Bah tant pis, demain je ferai le double. Et des fois, bah on n'y arrive pas. Donc après, on peut se dire ah le jour d'après je ferai le triple. Non, 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 faut pas. C'est là qu'on peut se décourager, je pense. Voilà. Après, si on y arrive, bah, tant mieux, mais vraiment, il faut plutôt se focaliser sur un objectif, petit à petit, augmenter, etc. On peut également parler du retrait social. Ça, on va dire que oui, je l'ai vécu. Ça m'arrive d'être seul, volontairement, hein, seul. Et bah, en fait, j'aime bien. Mais des fois, j'aime bien être entouré également. Mais régulièrement, j'ai quand même du mal. En fait, j'ai remarqué, en fait, c'est que j'ai du mal à être au milieu de plein de monde. Que ce soit que des gens que. C'est surtout plus vrai quand c'est des gens que je connais, enfin quand je connais. Quand c'est la famille, par exemple. Je suis pas à l'aise, je me sens pas à ma place, pour diverses raisons. Parce que j'arrive pas à m'intégrer. Du coup, bah, vu que j'arrive pas à m'intégrer, bah, je préfère me mettre dans mon coin. En fait, je trouve que c'est plus facile quand c'est en petit comité, quand il n'y a pas trop de monde. Quand je dis pas trop de monde, ça va être, je sais pas, moi, moins de 10. Moins de 10, ça passe. 10 plus, là, c'est vrai que je suis pas à l'aise, en fin de compte, quand c'est des gens que je connais, quand c'est des gens de ma famille, j'ai vraiment du mal. Ça peut être mal perçu par les autres vont penser, bah, il a pas l'air content de nous voir, ah bah, il est tout seul, machin, il s'en fout de nous, des choses comme ça, il prend pas de nouvelles, il s'en fout. Alors que non, pas forcément, hein. Voilà, je sais que avec mon frère, par exemple, je donne pas toujours des nouvelles, mais ça veut pas dire que je pense pas à lui, quoi. Enfin, je suis assez distant en fait des fois, hein. Voilà, je peux être distant également parce que j'ai l'impression d'être vu comme enfin ça c'est peut-être plus trop le cas, moins le cas aujourd'hui quand même. Où voilà, je me rappelle quand je fêtais Noël dans ma famille. Euh, En Mayenne, ça c'est quand déjà fêter Noël, c'était pas trop mon truc. Encore moins depuis le décès d'un ami, hein. Voilà, c'était le 22 décembre 2016. Et voilà, fêter Noël, je sais même plus.
Déjà que j'aimais pas trop ça, et là c'est encore pire. Je préfère être seul. Quand il y a de la famille, voilà, j'étais en Mayenne souvent. Est-ce que, est-ce que vraiment pour eux, je sais pas comment dire. En fait, moi, je le vivais de sorte que on me regardait comme un monstre, que j'étais un monstre, que j'étais dans, enfin que je pouvais être dans, enfin que je pensais que eux pensaient que j'étais dangereux, euh, que j'arrivais pas à m'intégrer non plus. C'était vraiment très compliqué, du moins depuis qu'ils étaient au courant de ma maladie. Et là récemment, bon après il y a peut-être l'alcool qui a aidé parce que bon voilà c'était au mariage de mon frère qui s'est déroulé en 2 temps. Le premier temps j'étais assez distant, j'arrivais pas à m'intégrer. La deuxième fois, donc ça s'est passé à la maison pour le mariage. Et là, c'était plus facile. C'était beaucoup plus facile. Bon, déjà, parce qu'il y avait une amie qui était avec moi. Donc, ça, déjà, ça a été un point. Ça a été un point qui a fait que j'étais un peu plus intégré. Parce que du coup, j'étais plus seul, enfin, donc c'était ça le truc. C'est ça, en fait, que je viens de réaliser, c'est que j'étais pas seul. Et donc, du coup, j'ai pu profiter, j'ai pu être présent pour le mariage de mon frère. Du moins en Mayenne, quand c'était Noël, j'avais pas l'impression d'être à ma place. Et est-ce que vraiment j'ai perçu ça chez eux, ou est-ce que c'était mon délire de persécution? Je sais pas. C'est assez difficile à expliquer. Il y a aussi le fait de d'avoir des difficultés à s'intéresser à quelqu'un. Enfin, en fin de compte, ça m'arrive assez souvent. Bah, en fait, je sais pas quoi dire à la personne. Des fois, je sais pas quoi poser comme question. Je sais pas trop. En fait, c'est plus ça quand je rencontre quelqu'un. En fin de compte, je sais pas trop quoi dire. J'arrive pas à m'intéresser vraiment à la personne. Ouais, j'ai une difficulté là-dessus quand même. En tout cas, pour faire un petit peu la synthèse de ce truc-là, c'est que j'aime bien être seul, ça c'est sûr. J'aime bien être seul, mais j'aime bien également être entouré de personnes que j'aime bien, que ça peut être mes amis, etc. J'ai des périodes de solitude. Après, je sais qu'il ne faut pas rester trop seul longtemps parce que voilà, faut toujours avoir un petit lien social avec l'extérieur. Il faut un peu équilibrer les moments de solitude et les moments à plusieurs. Un truc que j'ai pu ressentir, qui est assez étrange, quand je suis entouré comme ça de personnes que j'aime bien, ça dure assez longtemps, euh, j'arrive pas à me défaire. En fin de compte, quand les personnes vont partir, j'arrive pas en fait à. Ça me fait quelque chose. Je ressens vraiment quelque chose au fond de moi qui est une sorte de déchirement. Un peu comme si j'étais abandonné, on va dire. Et c'est assez difficile à vivre. En fait, c'est quelque chose d'assez douloureux. Et en fait, la technique que j'ai trouvée, c'était de me plonger dans quelque chose. En fait, pour ne plus penser. Donc là, ma technique, c'était de regarder un film. On pense plus à l'instant présent. On est dans un film. Il faut que le film forcément intéresse, ou un épisode d'une série. Enfin bref, faut vraiment. À partir de là, la douleur sera plus présente ou moins présente. Et comme une sorte de vide qui s'installe en fin de compte quand les autres partent, enfin quand ça se passe bien, que j'aime bien ces personnes-là, ça fait un vide et je sais pas comment l'expliquer. On pourrait dire qu'il y a une espèce de dépendance affective, même si j'aime bien être seul, des fois. Et c'est assez compliqué à expliquer en fin de compte. Je sais pas si c'est clair. On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle est assez compréhensible. Parce que j'ai un petit peu tendance à partir à droite à gauche. Il faut savoir également que c'est un peu difficile dans le cas que les symptômes négatifs peuvent être en lien avec des symptômes positifs, et les symptômes cognitifs forcément. Donc c'est un peu difficile de parler que des symptômes négatifs sans parler des autres symptômes. Donc si jamais vous avez des questions sur mon témoignage, parce qu'il se peut que j'ai des choses que j'ai pas parlé, parce que j'y ai pas pensé sur le coup, ou bien parce que c'est pas assez clair, ça
voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être pas assez claires pour tout le monde. Eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.